Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission dédiée au savoir-faire français. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui a secoué l'univers du Made in France. Nos militaires porteront désormais des uniformes fabriqués à l'étranger, à Madagascar. Une décision qui constitue un véritable coup dur pour le savoir-faire français, un signal inquiétant pour les entrepreneurs qui luttent pour maintenir la production sur notre territoire. Pour en parler, nous aurons avec nous au micro de Sud Radio l'ancien ministre Yves Jégo. Et il y a quelques jours, vendredi dernier, nous avons célébré la Saint-Valentin et à cette occasion, l'entreprise Visa, leader des technologies de paiement, a appelé à la vigilance pour éviter encore ces mauvaises surprises, ces pertes financières qui ont lieu d'ailleurs toute l'année. Des arnaques sentimentales en ligne de plus en plus fréquentes. Nous ferons le point sur les bons réflexes adoptés dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, revenons sur cette délocalisation qui fait tant de bruit. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Yves Jégo, Monsieur le Ministre. Vous êtes aussi le fondateur de la certification Origine France Garantie. Vous avez lancé en novembre dernier la lettre du Made in France. On va en parler avec Pierre Dumazeau, l'ancien directeur de la rédaction de la lettre de l'expansion. Mais d'abord, cette annonce qui a chamboulé beaucoup d'entrepreneurs qui défendent le savoir-faire français. Alors, je rappelle rapidement les faits pour nos auditeurs. Le ministère des Armées a décidé de changer de fabricant d'uniformes. Alors, jusqu'à présent, c'était l'entreprise Marc et Balzan qui est située dans le nord de la France. Et en perdant ce contrat, ce spécialiste français de la confection d'uniformes, notamment pour le défilé du 14 juillet, va devoir mettre au chômage une soixantaine de personnes. Désormais, ça sera une autre entreprise française, Paul Boyer Technologies, située près de Toulouse. Mais cette dernière ne fabrique pas en France. Elle fabrique à Madagascar. Alors là, on parle de patriotisme économique et le comble, c'est finalement de faire confectionner les vêtements de nos militaires à l'étranger, Monsieur le Ministre. Oui, on était stupéfaits quand on a appris ça. Au fond, les Français n'y croyaient pas. En plus, les uniformes concernés, ce sont les uniformes du défilé du 14 juillet. Donc, c'est vraiment le prestige de la France. Voilà longtemps que l'armée a pris de mauvaises habitudes, qu'elle achète ses survêtements en Indonésie. Et au fond, tout ça soulève la question des marchés publics. Est-ce qu'on va arriver à un moment dans notre pays, et je dirais même à l'échelon de l'Europe, à faire ce que font les Américains depuis un siècle, c'est-à-dire à cibler une partie conséquente des marchés publics vers de la production nationale? Et pourquoi on n'y arrive pas alors? Je pense qu'on est d'abord empêtré dans une espèce de philosophie européenne de la concurrence pure et parfaite, qu'on est empêtré dans une fiction, puisque l'armée, elle a choisi une entreprise française, mais qui va fabriquer à Madagascar. Ouais. Et donc, c'est pas la nationalité de l'entreprise qui compte, c'est l'endroit où elle fabrique, c'est l'endroit où le produit est fabriqué. Et donc, on est dans une fiction, on vous dit, mais non, mais on achète à des entreprises françaises. Mais des entreprises françaises qui fabriquent à l'étranger, c'est pas la même chose que faire tourner nos ateliers et nos usines. Donc, ces difficultés-là, on n'arrive pas à les surmonter. Et croyez-moi qu'aux États-Unis, ça ne se serait pas passé comme ça. D'abord parce que depuis un siècle aux États-Unis, la moitié des marchés publics, c'est pour des produits américains. Et depuis Joe Biden, on parle beaucoup de Donald Trump, mais depuis Joe Biden, une entreprise publique qui lance un marché public et qui choisit un produit qui n'est pas américain doit le justifier sur un site internet pour expliquer pourquoi elle n'a pas choisi un produit américain. C'est vous dire si on est à des allées-lumière de ce sujet-là. En attendant, Marc et le Balzan à Calais, c'est fermé. C'est 60 personnes au chômage et c'est surtout un savoir-faire qu'on risque de ne jamais retrouver. Ça, c'est pas qu'une fermeture. Ça, c'est une perte de savoir-faire. C'est une perte de savoir-faire. Et on nous expliquera dans quelques années, mais on n'a pas acheté en France parce qu'il n'y a plus le savoir-faire. Ben oui, et pour cause. Donc là, c'est vraiment une aberration et je ne comprends pas qu'effectivement, il n'y ait pas un électrochoc à l'échelon de l'Europe et qu'on ne dise pas ça suffit. Maintenant, on va protéger la fabrication européenne et en l'occurrence la fabrication française. Ça donne un mauvais signal aussi. Enfin, surtout pour une commande, vous le disiez, aussi symbolique que celle-là. Est-ce que ça risque pas de donner un coup de frein aussi à la relocalisation ? Pour certains entrepreneurs qui avaient envie de produire sur le territoire et là, à se demander à quoi ça sert finalement. Quelqu'un qui veut réouvrir une usine sur le territoire au regard des augmentations d'impôts, du coût de l'énergie et du fait que les marchés publics ne sont pas ciblés vers la production nationale, effectivement, ça le décourage. On voit d'ailleurs que la politique qui avait été mise en œuvre par Emmanuel Macron dans son premier quinquennat, qui permettait d'ouvrir plus d'usines qu'on en fermait, ça s'est inversé. Aujourd'hui, on ferme plus
plus d'usines qu'on en ouvre. Moi, j'ai cherché désespérément dans les discours de politique générale, dans les déclarations, des mots un peu forts pour défendre la production française, pour défendre le Made in France. Ils ne viennent pas. On est annihilé aussi par une grande confusion qui fait qu'on vous parle de l'économie. Il y a eu d'ailleurs récemment un débat un peu vif via les médias entre Bernard Arnault et Michel-Édouard Leclerc. Vous vous souvenez de ce débat? Sur une taxe sur le Made in France. Sur une taxe sur le Made in France. Mais d'un côté, il y a Michel-Édouard Leclerc, qui est quelqu'un que je connais, qui est tout à fait respectable. Enfin, il vend des produits, ça peut être des produits chinois, ça ne change pas son modèle. Il vend, c'est un distributeur. Et il faut avoir du respect pour les distributeurs, mais enfin, ils vendent ce qu'ils trouvent. Et de l'autre côté, il y a Bernard Arnault qui produit, lui. C'est tout à fait différent sur ce sujet. On ne parle pas de la même chose. Et moi, je pense qu'il faut aussi lever cette confusion. Et moi, j'appelle à ce que le gouvernement apporte des aides ciblées aux entreprises qui produisent, aides qu'il est normal de ne pas donner aux entreprises qui ne font que distribuer ou qui ne sont que des entreprises de services. Il ne s'agit pas d'insulter ces entreprises-là. Il s'agit de dire, si on n'a plus les usines, si on n'a plus les ateliers, si on n'a plus les fermes, si on n'a plus les lieux de production, eh bien, il n'y a plus d'économie. Ouais. Plus largement, c'est vrai que vous côtoyez, des entrepreneurs. Vous côtoyez des entrepreneurs qui s'efforcent de produire en France. Vous avez aussi, bien évidemment, croisé ceux qui ont fait le choix de la délocalisation. Vous en avez évoqué quelques-uns, mais quels sont les freins principaux aujourd'hui du produire en France? Est-ce que c'est une fatalité? Alors, on a des savoir-faire. On a un goût du consommateur pour le produit français, que ce soit le consommateur français qui essaye d'acheter français ou que ce soit le consommateur étranger qui apprécie les produits français. Qu'est-ce qui nous plombe? Qu'est-ce qui nous plombe? C'est notre modèle fiscal qui fait peser sur l'entreprise ce qu'on peut appeler les impôts de production et les charges qui nous rendent pas compétitifs. Et qui fait que dans les pays voisins, y compris en Europe, eh bien, produire coûte moins cher qu'en France. Et ça fait des années qu'on identifie le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne le règle pas? Parce que je pense qu'il y a d'abord une révolution fiscale à avoir. Je pense que notamment la protection sociale des Français qui est payée exclusivement par la feuille de paye. Donc la feuille de paye aussi des ouvriers qui produisent doit être... il faut réfléchir à la payer différemment. Et ne pas prélever que sur la feuille de paye parce que ça plombe. Mais moi, j'attends aussi du patronat, des syndicats qui ouvrent ce débat. Comment financer notre protection sociale autrement qu'en plombant notre compétitivité? Par exemple, en taxant les produits des grandes marques chinoises de fast textile qui inondent le marché et qui ne payent même pas la TVA. Non seulement ils ne payent pas les retraites, non seulement elles ne payent pas les charges, mais elles ne payent même pas la TVA sur ce sujet. Donc il y a une vraie réflexion sur ça. Et puis la deuxième réflexion, elle revient à ce que je disais à l'instant, il faut faire tomber ce qu'on appelle les impôts de production, c'est-à-dire une entreprise qui produit doit être aidée plus qu'une entreprise qui ne produit pas. Je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a toujours choqué, le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, c'est très utile, ça permet aux entreprises qui produisent d'innover, d'avoir des produits qui sont dans l'air du temps. Et d'être compétitifs. Eh bien, ce crédit impôt recherche, les banques touchent, je crois, 400 ou 500 millions d'euros par an de crédit impôt recherche. Excusez-moi, mais en termes d'intérêt pour l'économie, la recherche faite par les banques, donc je me demande bien d'ailleurs ce qu'elle est réellement, est beaucoup moins utile au pays que la recherche pour nos usines et nos ateliers. Donc il faut cibler les aides de l'État vers les usines qui produisent, vers les entreprises qui produisent. Et ça va un peu à l'encontre du discours, y compris du patronat, y compris du monde de l'entreprise, qui vous parle de l'entreprise en général. Mais moi, je pense qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui produisent et d'autres qui ne produisent pas. Tout le monde est utile, mais certaines sont plus utiles que d'autres. Et si on arrivait à aider celles qui produisent plus que celles qui ne produisent pas, je pense qu'on aurait rattrapé ce différent de compétitivité qui nous plombe. Il nous reste un peu plus d'une minute, Monsieur le Ministre. Justement, tous ces sujets, vous les évoquez à travers cette lettre du Made in France qui a été écrite en novembre dernier. Une publication qui est 100% digitale, mais pas que finalement. Également sous forme papier. Oui, c'est un hebdomadaire qui tombe sur la boîte aux lettres de nos abonnés. Il n'y a pas de publicité, donc ce sont nos abonnés qui engagés. Il faut vivre cet hebdomadaire qui ne parle que des usines, des fermes, des ateliers et de ceux qui se battent pour produire en France. C'est vraiment le sujet de cette lettre et qui... effectivement, est envoyé en digital, c'est-à-dire sur votre boîte mail. Mais si vous souhaitez l'imprimer
parce que ça vous est agréable le dimanche au coin du feu de lire un papier imprimé, vous pouvez le faire. Je pense qu'il faut un média du Made in France. Vous le faites très bien sur Sud Radio. Il y a d'autres, mais qui n'avaient plus de médias écrits dédiés au Made in France, et que ce média du Made in France, il a toute sa place pour faire entendre la voix de ceux qui produisent et qui n'en peuvent plus. Ça, c'est important. Et puis, c'est vraiment un résumé de la situation hebdomadaire. Donc, c'est une synthèse, comme les lettres confidentielles. Ça fait 4 ou 6 pages, c'est assez vite lu, c'est des petits articles très brefs. Mais ça nous tient au fait. Mais au fond, ça nous tient au fait. Et évidemment, on peut s'abonner en ligne sur le site de la lettre du Made in France. Je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir un média indépendant, mais combattants qui défendent cette France de la production et cette France qui disparaît sous nos yeux. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Les chiffres ne sont pas bons, la réalité n'est pas bonne et nos savoir-faire sont en train de disparaître. J'espère qu'il y aura un sursaut et un électrochoc pour inverser la tendance, mais durablement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Yves Jégo, d'être venu au micro de Sud Radio. On rappelle ce nouveau média, la lettre du Made in France. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après pour parler d'arnaques en ligne et des arnaques sentimentales qui sont de plus en plus courantes et efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Quels sont les bons réflexes à adopter? On en parle juste après ça. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Il y a quelques jours, on fêtait les amoureux, mais malheureusement, les arnaques sentimentales en ligne sont de plus en plus efficaces. Les criminels utilisent des technologies de plus en plus avancées pour créer des personnages, pour réussir à gagner votre confiance. Et d'ailleurs, ça prend parfois des semaines, des mois. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Et au micro de Sud Radio, Julien Gabillet, directeur des risques chez Visa. Bonjour, monsieur Gabillet. Bonjour. Visa, leader des technologies de paiement qu'on connaît tous. Alors, vous avez profité finalement de cette Saint-Valentin pour nous rappeler la vigilance constante à avoir, les bons réflexes. D'ailleurs, on a récemment parlé dans les médias de cette femme qui a perdu des millions en pensant échanger avec Brad Pitt. Alors, ce type d'arnaque est en constante progression. Exactement. On voit une vraie progression dans ce type d'arnaque. Le fait est que la sécurité des paiements est de plus en plus forte et donc les arnaqueurs essayent de nouvelles techniques, sont toujours plus inventifs. Oui, ils essayent finalement de passer par la voie normale parce que sinon, essayer de pirater, ça devient compliqué, quoi. Oui, tout à fait. En tant que leader sur la sécurité du paiement, Visa, on est vraiment, c'est notre préoccupation quotidienne et notre objectif, c'est vraiment d'assurer la sécurité des paiements pour les rendre simples et faciles. On fait l'objet de milliers de cyberattaques par jour avec 0 intrusion. Et ce type d'arnaque, donc ce qu'on appelle les arnaqueurs ou les arnaques au sentiment, c'est en vraie recrudescence. Alors il y a la Saint-Valentin bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment lors des soldes ou lors des fêtes de fin d'année. Il y a des techniques, les arnaqueurs et les fraudeurs ont vraiment des techniques, c'est professionnel. Et, comment les repérer alors? C'est quoi ces techniques? Comment repérer un arnaqueur potentiel? Alors, en général, ça va commencer par des rencontres en ligne, toujours en ligne, toujours virtuelles. Et puis le fraudeur va profiter de la vulnérabilité de sa victime. Donc il va nouer des relations de confiance. Par exemple, partager des photos, envoyer un historique ou des photos, par exemple, qu'il aura trouvées sur Internet facilement, et raconter des histoires plus recommander. Et puis, à un moment, eh bien, il va vous demander de l'argent. Alors, il peut prétexter qu'il est en voyage à l'étranger, qu'il peut pas avoir accès à son compte bancaire. Et c'est là, justement, comme préalablement, il leur a fait tout ce travail de mise en confiance, c'est là où on se fait prendre au piège. Oui, et il faut le dire, le coût émotionnel et financier de ces arnaques, il peut être vraiment sévère pour les victimes. C'est ça. C'est-à-dire que le coût financier est important, d'autant plus que c'est vous-même qui faites l'opération bancaire. C'est ça, donc par rapport à une fraude classique, là, c'est on est responsable. Vous êtes responsable, vous êtes dans la boucle, exactement. Et donc derrière ça, il y a des coûts émotionnels importants. Vous l'avez rappelé.
de nombreuses victimes sont obligées derrière de faire appel à des soutiens psychologiques. Il n'y a pas de honte à en parler. Je pense justement c'est l'un des premiers conseils qu'il faut donner, c'est d'en parler avec sa banque en premier, et ensuite d'en parler à son entourage pour essayer de trouver les meilleurs moyens de bloquer ces fraudes. Alors, il faut rester vigilant, il faut quoi, se méfier des déclarations d'amour trop rapides ? C'est un peu ça. Dès qu'il y a des demandes urgentes ou des incohérences dans le discours, des histoires rocambolesques, il faut tout de suite s'alerter. Un point aussi important qu'on voit, c'est toujours la réticence à rencontrer les personnes face à face. Bien sûr. Tout se fait virtuellement et donc la personne va prétexter que malheureusement elle aurait bien aimé rencontrer en personne, mais malheureusement elle ne peut pas parce qu'elle a un empêchement. Elle est malade, elle a un souci familial. Tout à fait. Et les fraudeurs ont vraiment des techniques qui sont très rodées et donc c'est parfois très difficile quand on est pris dans un engrenage. Oui, puis il y a l'intelligence artificielle qui n'arrange pas les choses finalement parce qu'on peut vraiment imiter une voix, trafiquer des photos. Enfin, c'est quand même un outil qui va faciliter entre guillemets la vie de ces professionnels. En effet, on voit les nouvelles technologies qui permettent aux fraudeurs de créer facilement maintenant d'un clic des vraies arnaques, que ce soit des deepfakes, ça on en voit, mais aussi des logiciels de hameçonnage ou tout type de techniques et donc on voit une vraie croissance dans les fraudes. Notre objectif à nous visant en tant que réseau de paiement entre le consommateur, le commerçant et la banque, c'est d'assurer vraiment la sécurité, de mettre à disposition des outils pour les banques et les commerçants et aussi de donner des bonnes pratiques que ensuite les banques vont appliquer. Donc si on pense avoir été arnaqué, il faut vraiment ne pas avoir peur de signaler l'incident à sa banque le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Voilà, c'est important. Les banques sont les premières à pouvoir répondre à ces cas de fraude. Elles ont les techniques qui vous permettent derrière de limiter l'impact, que ce soit financier et émotionnel. Merci beaucoup Julien Gabillet, directeur des risques chez Visa, d'avoir pris le temps de nous rappeler ces précieux conseils. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et on retrouve tout de suite Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes intéressé à un sujet que l'on suit de très près ici à C'est ça la France, l'intelligence artificielle. Vous étiez au sommet de l'IA, d'ailleurs on vient d'en parler dans le précédent sujet. Alors qu'est-ce que vous avez pu constater? De quoi a-t-on parlé cette semaine au sommet? Je suis allé me balader avec mon micro à Station F, ce grand campus de l'Est parisien, car mardi dernier, tout le gratin dans la French Tech était réuni. Le but de cette journée, c'était de montrer que la France et l'Europe occupent vraiment une place de choix dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et là-bas, je me suis rendu compte à quel point cette IA révolutionne déjà le monde du travail. Mais il y a justement des acteurs qui accompagnent ce changement. Un premier exemple, le cabinet français OnePoint, dont nous parle Nicolas Godemey, son directeur de l'IA. Alors OnePoint, on est un cabinet de conseil et de technologie. On est architecte de la transformation des entreprises et des organisations publiques. Pour les auditeurs, pour que tout ça soit vraiment concret, est-ce qu'on peut citer un exemple d'accompagnement dans la transformation ? Très concrètement, on a annoncé avec la Caisse des dépôts vendredi qu'ils ont déployé chez eux notre propre assistant d'IA générative d'entreprise qui s'appelle Neo. Et on a construit l'outil, on l'a installé, intégré et on a formé les équipes pour la prise en main de l'outil. Pour vous, c'est quoi le principal atout de la France en matière d'IA ? Alors on a beaucoup d'atouts, on a des super compétences qui viennent des grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique ou l'École Normale ou Centrale Supélec. On a du coup un bel écosystème de start-up avec des Mistral AI, des Pimento, des LinkUp. Et puis on a un tissu d'entreprises, de grandes entreprises européennes très importants qui sont des prescripteurs avec aussi des beaux cabinets d'accompagnement comme OnePoint pour aider ces entreprises à s'emparer de l'IA en donnant la chance à l'écosystème français. Je me balade ici à la station F dans le cadre de l'IA Summit et je croise, Donc je suis Thomas Gourand, donc je suis DG France pour Snowflake.
Alors qu'est-ce que c'est Snowflake? Alors Snowflake, c'est une plateforme de data qui permet de sécuriser, d'héberger l'ensemble des données de l'entreprise. Ensuite, de permettre à des applications ou à des personnes en entreprise d'accéder à ces données-là de manière sécurisée. On est aussi un catalyseur de cette croissance de l'IA en France, puisque une start-up qui héberge son application sur la plateforme Snowflake peut immédiatement avoir accès à 10 000 clients Snowflake. Et je crois savoir que Snowflake, c'est une belle success story à la française, à l'origine. Tout à fait. Donc Snowflake a été créé en fait par deux cofondateurs français, qui sont Thierry Cruanès et Benoît Dageville, issus de la société Oracle, et qui ont créé cette plateforme parce qu'il n'y avait pas à l'époque de solution qui permettait d'héberger des données à très grande échelle. Et aujourd'hui, donc cette plateforme n'a pas de limite technique, ni en stockage de données, ni en performance. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des performances linéaires, indépendamment des volumétries de données qui sont hébergées sur la plateforme. Alors moi j'ai une question. Comment est accueillie cette intelligence artificielle en entreprise? Et d'ailleurs, comment elle impacte le travail? En fait, c'est simple, il y a ceux qui ont accueilli tout de suite cette IA, qui permet quand même de se décharger de beaucoup de tâches rébarbatives. Puis aussi ceux qui en ont peur, ce qui est compréhensible. Et justement, un collectif, Impact IA, s'intéresse aux effets de l'intelligence artificielle sur le travail, la santé et l'éducation. Et j'ai croisé son président, Christophe Liénard, qui est également directeur de l'innovation chez Bouygues. Écoutez. L'IA est véritablement un phénomène qui impacte déjà très fort la manière dont on travaille. C'est tellement facile de l'utiliser que l'acclimatation, ou en tout cas le déploiement de cette IA, se fait rapidement dans les entreprises. Aujourd'hui, on a fait auprès d'Impact AI un observatoire auprès de 1000 salariés de tous les secteurs en France, et on voit que 74% des gens qui utilisent l'IA sont très favorables à l'IA et sont conscients qu'il faut effectivement une régulation, un système qui permet d'avoir ces IA utilisées de bonne manière. Et la part de la population qui est encore rétive à l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Alors, le monde se sépare en deux, effectivement, entre ceux qui utilisent et qui sont conquis, et ceux qui n'utilisent pas, qui ont peur. Donc il faut faire utiliser ceux qui n'utilisent pas. Et d'ailleurs, on utilise quotidiennement de l'IA en réalité. Quand j'utilise mon GPS pour aller d'un point A à un point B en utilisant mon vélo, c'est bien une IA qui va à un moment donné pouvoir sélectionner le meilleur trajet, faire des simulations et puis me faire en sorte que j'ai envie d'utiliser mon vélo plutôt que d'utiliser ma voiture. Et oui, c'est un sujet passionnant qui est en train de transformer notre façon de travailler, et on voit que la France tire son épingle du jeu dans le domaine de cette IA générative qui aide à gagner du temps en créant du texte, en résumant les informations, en répondant à des questions automatiquement. On vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la suite de cette immersion au sein de ce sommet de l'IA. Merci Thibaut, à la semaine prochaine. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.